Jean-Luc Florent, c'est votre sentiment également? Je crains malheureusement d'en arriver un peu au même constat qu'Yves Sandoz. Le droit international humanitaire a un passé, est toujours présent et malheureusement a un avenir. Parce que les conflits armés ne vont pas cesser d'exister du jour au lendemain. Et comme le rappelait Yves Sandoz il y a un instant, c'est un peu en quelque sorte le droit de dernier recours. C'est-à-dire une fois que les autres règles de droit applicables, notamment en termes de prévention des conflits, ont échoué, qu'à ce moment-là, le droit international humanitaire doit jouer à plein. Étant entendu que le droit international humanitaire doit également être vu en liaison avec les droits de l'homme, puisqu'il y a une certaine complémentarité, même en situation de conflit armé, entre droit international humanitaire et droits de l'homme, comme l'a souligné notamment la Cour internationale de justice dans son avis sur le mur. La question, est-il toujours pertinent? Oui, il est toujours pertinent. Et est-ce qu'il est suffisamment pertinent? C'est une autre question. Alors certes, on peut toujours regretter de ne pas avoir une règle de droit idéale, mais il faut être réaliste. Le droit international humanitaire s'applique par définition dans un contexte difficile, et j'aurais tendance à dire de plus en plus difficile, dès lors que nous sommes maintenant en présence non plus de conflits armés internationaux au sens classique du terme, mais confrontés à des conflits armés internes avec des parties avec un petit p au conflit qui n'ont pas toujours une connaissance et a fortiori une acceptation de règles. Cela dit, les principes de base du droit international humanitaire sont toujours d'actualité et le resteront, quels que soient les cas de figure. Le problème essentiel aujourd'hui, ça n'est pas plus de droits, me semble-t-il, c'est davantage de respect des règles existantes, et notamment des règles fondamentales, des règles de base du droit international humanitaire. Je pense notamment à l'article 3, commun aux 4 conventions de Genève, et peut-être, et c'est là où un effort peut être fait, et le CICR le fait déjà, ce serait d'essayer non pas d'adopter de nouvelles règles qui ne susciteront peut-être pas une universalité au même titre que les conventions de Genève, puisque nous voyons bien que les développements qui sont intervenus par le biais des protocoles de 1977, aussi bien le protocole 1 que le protocole 2, n'ont pas encore suscité une adhésion universelle. Et que pour certains États partis à ces protocoles, cette participation est accompagnée de réserves ou de déclarations. Donc ceci démontre bien, alors que les conventions de Genève, elles, bénéficient d'une universalité, puisque vous avez cité 194 États. Je rappelle qu'aux Nations Unies, il y a 192 États membres. Donc il y a des questions à se poser. Peut-on ajouter des règles de droit à des règles de droit existantes? Et est-ce que cela sera suffisant pour faire en sorte que nous n'assistions pas aux abus qui sont commis quasiment tous les jours dans un certain nombre d'endroits du monde? Moi, personnellement, je n'en suis pas convaincu. Je pense qu'il y a suffisamment de règles applicables et suffisamment protectrices. Le problème essentiel, c'est de les appliquer, c'est de faire en sorte qu'elles soient respectées. Et si nous avons des difficultés d'application de certaines de ces règles, mieux vaut procéder dans cette hypothèse, comme le CICR le fait, par le biais de clarification, d'interprétation, plutôt que par l'ajout de règles par strates successives. Parce que l'expérience prouve que plus il y a de règles de droit, plus elles sont ignorées et plus elles ne sont pas appliquées dans la pratique. Donc j'aurais tendance à dire que le cœur, le noyau dur des conventions de Genève est toujours applicable et malheureusement le sera encore longtemps, que ce sont des règles protectrices et qui prennent en compte, je crois, toutes les dimensions. Elles posent des problèmes, c'est sûr, mais lorsque nous sommes confrontés à des entités non étatiques, il faut avoir en tête que ce sont des entités non étatiques et que l'on ne peut pas réfléchir ou agir s'agissant d'entités non étatiques comme on peut le faire vis-à-vis d'un État, même si certains États éprouvent certaines difficultés pour faire appliquer certaines règles du droit international et notamment du droit international humanitaire. Donc ce n'est pas un constat de désespoir, c'est au contraire un constat d'espoir en quelque sorte,
Mais c'est vrai que, pour répondre à la question, le droit international humanitaire est-il toujours pertinent? La réponse est oui, et encore pour longtemps, je pense. Merci. Je me tourne donc vers vous, Inrouri. Vous êtes ici aussi en politique. Vous êtes la déléguée de Palestine en France. Vous avez souhaité d'ailleurs intervenir à partir d'un texte que vous avez rédigé. Vous souhaitez peser vos mots. Moi, je me retourne vers vous. Lorsque j'entends parler, comme on vient de le dire à l'instant, que finalement le droit international humanitaire a été créé sur un échec des Nations Unies, qui était l'échec du rêve des Nations Unies fondateur, c'est-à-dire d'introduire la paix dans le monde. Lorsqu'il est question aussi d'un droit qui ne serait pas suffisamment pertinent, et lorsqu'on dit également, comme on vient de le dire, qu'il ne s'agit peut-être pas de rajouter du droit, mais en tout cas déjà de respecter les règles existantes, ça nous ramène bien sûr à des situations que vous connaissez, qui sont celles de la Palestine, par exemple. Merci beaucoup. D'ailleurs, juste pour dire que je suis ravie d'être ici parmi vous aujourd'hui et surtout de parler de droit international et humanitaire qui est pas seulement de l'actualité, il est de l'actualité il y a 60 ans en Palestine. Et pour la Palestine, puisque l'autorité palestinienne, l'OLP a fait un compromis historique il y a 20 ans d'accepter le droit international et pas de chercher la justice historique. Et là, il ne nous reste que le droit pour vraiment arriver à la paix. Et surtout qu'on connaît tout. Il n'y a pas une solution violente à ce conflit, à résoudre le conflit dans la région et à donner aux Palestiniens le droit que par le biais de la politique et pas de la violence. Mais dans ce contexte, je veux bien rappeler qu'il y a 60 ans, l'État d'Israël n'a cessé d'être condamné par toutes les organisations internationales, mais aussi par l'ONU, pour l'acquisition d'abord de la terre par la force, mais aussi pour d'autres multiples atteintes au droit international humanitaire faites au peuple palestinien. Ces atteintes sont nombreuses et connues de tous, mais je voudrais quand même rappeler le plus intolérable. Outre les atrocités meurtrières générées par une guerre ou même des armes chimiques sont utilisées contre la population civile, la politique de l'État d'Israël a eu de nombreuses autres conséquences. Depuis 1948, ce sont 5 millions de Palestiniens qui ont été contraints à l'exil. La politique israélienne a détruit l'économie de tout un peuple qu'elle a enfermé dans un territoire qui devient minuscule et divisé. Le chômage et la pauvreté n'ont cessé de croître, les terres ont été confisquées, les traditionnels champs d'oliviers arrachés, la pêche interdite à Gaza, des milliers de maisons des Palestiniens ont été détruites, ainsi que la plupart des infrastructures publiques. La jeunesse palestinienne, mais aussi les femmes, les vieillards, les enfants et plus généralement les plus faibles, sont les premières victimes civiles de ces conflits. Dans les territoires occupés, à Gaza, tout manque. La nourriture, l'eau, l'énergie, mais aussi des moyens pour les hôpitaux ou encore les écoles. La liste des atteintes faites aux Palestiniennes est très longue. Je ne veux pas rentrer dans le détail. Elles sont constatées et dénoncées tous les jours sur le terrain par les organisations internationales. Face à cette situation, la Convention de Genève a-t-elle encore les moyens de faire respecter ces principes et ces idéaux? L'obligation des États tiers de faire respecter le droit international humanitaire impose à ces derniers de tout faire pour parvenir à rétablir le droit international en Palestine. De nombreux moyens sont à leur disposition. Pour peu qu'ils veillent les actionner, pression de nature diplomatique, mesures coercitives, mesures de nature économique, embargo, etc., qui sont légitimes par le droit. Le droit international peut s'appuyer sur l'article 146 de la 4e Convention de Genève, qui incite les États à rechercher et à poursuivre les personnes suspectées d'avoir commis ou avoir ordonné de commettre l'une ou l'autre des infractions graves pointées par la Convention. Face à la résignation de certains, le passé récent nous enseigne aussi que l'action reste possible. Des auteurs d'exactions illégales, qualifiés souvent de crimes contre l'humanité, ont été arrêtés, souvent traduits en justice.
Nous avons le cas du Rwanda, de Libéria, de Sierra Leone, de la République démocratique de Congo ou encore de la Yougoslavie. Le cas de la Palestine ne doit pas faire exception. Son peuple est lui aussi victime d'atrocités qui doivent être stoppées et dont les responsables doivent être punis.